Bienvenue dans le podcast Empreinte Humaine, le premier podcast qui parle de santé mentale au travail. Le rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux humains du travail à la croisée de la recherche, de la prévention et des actions en entreprise. Je suis Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'Empreinte Humaine. Et moi, Jean-Pierre Brun, expert conseil, cofondateur d'Empreinte Humaine. Dans ce podcast, on donne la parole à ceux et celles qui font bouger les lignes, RH, chercheurs, praticiens, des deux côtés de l'Atlantique. L'idée est de croiser les regards, poser les bonnes questions et proposer des pistes concrètes pour construire un monde du travail plus sain, plus humain et plus durable. Bonjour à tous, bienvenue donc au podcast Empreinte Humaine, le premier podcast sur la santé mentale au travail. Je suis ravi avec mon associé Jean-Pierre Brun d'Empreinte Humaine de recevoir aujourd'hui Martin Lebeau, que je laisserai se présenter. Donc moi c'est Christophe Nguyen, je suis psychologue du travail et cofondateur du cabinet Empreinte Humaine. Et donc, Jean-Pierre Brun, fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui du Québec avec un printemps sous la neige aujourd'hui, donc associé du cabinet, aussi cofondateur avec Christophe. Martin Lebeau, économiste de formation. Je travaille à l'IRSST depuis 2008 et j'étudie plusieurs éléments de la SST, mais spécifiquement les aspects économiques reliés à la SST au Québec. Mais merci Martin. Étant donné qu'on est dans un contexte franco-québécois, je vais prendre le temps quand même de préciser certaines terminologies qu'on va utiliser au cours de cette présentation. Donc, quand on parle de SST, c'est santé, sécurité au travail. Et au Québec, on a deux grands organismes. Un qu'on appelle la CNESST, qui est la Commission des normes et de l'équité en santé et sécurité au travail, qui est l'équivalent de la CNAM-TS, qui s'occupe de tout ce qui est compensation, inspection et prévention. Et on a aussi un autre très grand organisme qui a bientôt 40 ans d'existence, l'IRSST, qui est l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, qui est l'équivalent un peu de l'INRS, si vous voulez, en France. Et donc, Martin travaille donc à l'IRSST et ce qui est fort intéressant, c'est que c'est un des rares économistes qui s'intéresse à cette question de la santé au travail et on a donc bien hâte de t'entendre. J'aimerais ça savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a intéressé à aborder cette question de l'évaluation économique des lésions professionnelles? Généralement, les économistes, on les voit dans le monde des affaires, au niveau socio-économique d'un État, etc. Comment ce chemin-là s'est fait? C'est une bonne question parce que j'ai fait d'abord un baccalauréat en sciences économiques à l'Université de Montréal, suivi par une maîtrise à HEC Montréal en finance. Donc, je n'allais pas du tout vers la direction de la SST. J'étais plus intéressé par les marchés boursiers. Je pensais devenir peut-être un gestionnaire de portefeuille ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un professeur à l'université qui m'a suggéré de faire un mémoire de maîtrise sur la valeur statistique d'une vie humaine. Et sans le savoir, c'est un peu la genèse de mes travaux à l'IRSST, parce que quelques temps après, ce professeur-là a vu passer une offre d'emploi à l'IRSST comme économiste. Et il me disait, je crois que c'est parfaitement cadré pour toi, c'est ton profil, alors ça m'a attiré et j'ai appliqué sur le poste et je travaille à l'IRSST depuis 2008. Très beau parcours. Je dirais un économiste qui a bien tourné. C'est bien d'entendre ça. On peut le voir comme ça. Oui, exactement, de ces enjeux-là. Oui, tout à fait. Alors, vous avez publié un rapport récent sur le coût des lésions psychologiques au travail sur la base de données issues notamment de la CNESST. Alors, que recouvre réellement la question des lésions psychologiques? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui n'est pas inclus en fait dans ces notions finalement? Et comment vous les évaluez dans votre rapport? D'abord, la première étape, c'est de les identifier là, dans la base de données. Là, donc, il faut comprendre que nous, on regarde l'ensemble des troubles mentaux, mais disons que les 5 types de troubles mentaux qui sont les plus importants dans la base de données, c'est les stress post-traumatiques, les troubles d'adaptation, l'anxiété, la dépression et le burn-out, là, l'épuisement professionnel. Et là, une fois qu'on a identifié ces cas-là, là, on calcule les coûts
associées à ces lésions. Puis là, nous, on a développé une approche là, à l'IRSST sur l'estimation des coûts des lésions, que c'est une approche très macro. Là, donc, on n'est pas du tout dans juste dans l'indemnisation en tant que telle. Là, donc, qu'est-ce qui est indemnisé par la CNESST, mais on essaie de voir tout l'impact sur la société de façon générale. Donc, il y a des aspects financiers, où là, on va intégrer tout ce qui est frais médicaux, productivité perdue, des frais administratifs, etc. Mais il y a tout l'aspect aussi des coûts humains qui sont associés aux lésions professionnelles. Puis là, on essaie d'estimer l'impact en termes de perte d'années de vie, dans le cas de décès, mais également en termes de perte de qualité de vie pour les travailleurs qui ont subi des incapacités permanentes. Donc, on est capable d'estimer ces coûts humains-là aujourd'hui. Là, les économistes, on est en mesure de le faire. Et là, ça nous donne un grand total là, en dollars là, de l'impact des lésions professionnelles. Puis peut-être juste préciser on fait également une projection dans le temps. Donc on regarde pas dans un court laps de temps, mais quelqu'un qui décède, par exemple, on va estimer la productivité perdue jusqu'à l'âge anticipé de la retraite. Puis pour la valeur des années de vie perdues, mais on va estimer jusqu'à l'âge anticipé du décès du travailleur avec des tables de mortalité. Donc c'est une approche qui est assez englobante. Là. On estime beaucoup d'éléments. Puis c'est ce qui permet de mieux cibler, de mieux évaluer les impacts des lésions professionnelles au Québec. Là. Comment on est assuré que c'est bien imputable au travail, ces lésions psychologiques que vous avez étudiées? Ben, naturellement, c'est comme ça passe par le médecin traitant qui évalue le travailleur et ensuite il y a une demande qui est faite une réclamation qui est faite à la CNESST. Bon, ensuite, c'est pas automatiquement accepté, là. On s'aperçoit d'ailleurs que les lésions psychologiques ont un taux d'acceptation plus faible que la moyenne, tu sais. Donc, parce que c'est difficile de faire le lien directement sur le travail, hein. Tu sais, c'est souvent ça qu'elle définit, là. Donc, c'est pour ça que dans la base de données, on va observer davantage de stress post-traumatique que des dépressions, parce qu'on est capable d'identifier un événement précis qui s'est déroulé dans le milieu du travail. Là, tu sais. Donc c'est ça. Il y a une difficulté quand même là, pour de bien justifier, de bien identifier la cause dans les milieux de travail de ces types de lésions-là. Oui, dans tous les cas, on peut dire qu'il y a une sous-évaluation finalement du nombre de lésions qu'on peut imputer, reconnues comme étant liées au travail. Ben, c'est dur de le stipuler, parce qu'il n'y a pas eu d'études précises à ma mémoire sur les lésions psychologiques, mais je serais pas surpris que ce soit le type de lésion qui est beaucoup sous-estimé. En raison de ça, de la difficulté de faire le lien avec le Oui, travail. de la nature même de la liaison, oui, tout à fait, ok. Oui, puis on a affaire en effet à des lésions qui sont dans des zones grises, hein. On sait qu'en effet, une lésion psychologique peut être due au travail, mais à des phénomènes aussi sociaux, personnels, familiaux. C'est souvent un cocktail de plusieurs causes. C'est pas comme lorsqu'on a un accident où on a un travailleur ou une travailleuse qui se fracture la jambe ou le tibia. Mais là, c'est clair, c'est net, c'est visible. On sait l'événement, la minute près à laquelle l'événement s'est produit, ce qui est beaucoup moins le cas dans le cas des lésions psychologiques. Mais Martin, est-ce que vous voyez quand même une augmentation de ces réclamations-là au cours des années? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'est intéressé dans notre étude à une période d'augmentation importante au niveau des lésions psychologiques acceptées à la CNSST. Donc, notre étude apporte sur les années 2014 à 2019. Et sur cette période-là, le nombre de lésions psychologiques acceptées à la CNSST a augmenté de 108%. Ce qui est quand même impressionnant, parce que quand on regarde l'ensemble des lésions, ben là, il y a eu une hausse, effectivement, mais c'est une hausse de seulement 24% de l'ensemble des lésions professionnelles acceptées. Fait que il y a clairement une augmentation plus importante du nombre de lésions psychologiques acceptées à la CNESST. Puis c'est une des raisons, entre autres, pourquoi on s'est intéressé à ce type de lésions-là et pourquoi on a fait cette étude sur les coûts des lésions psychologiques, là. Et est-ce que cette augmentation est due au fait qu'il y en a plus ou est-ce que c'est qu'on les reconnaît plus finalement? C'est une excellente question que malheureusement je peux pas y répondre. D'après moi, c'est un mélange des deux. Je crois que les gens aujourd'hui, peut-être que certaines, si on recule un petit peu, il y avait peut-être un côté un peu tabou, peut-être associé aux lésions psychologiques. Les gens étaient peut-être moins
porté à les déclarer à la CNESST ou passer peut-être par des assurances collectives là, pour avoir une indemnisation, pour pouvoir avoir des soins aussi là, psychologiques. Là. Mais je pense que maintenant, il y a comme une ouverture. Je pense qu'il y a peut-être plus de gens qui font des demandes à la CNESST, mais peut-être que aussi, que ça ajoute également que à la CNESST, il y a peut-être aussi un taux d'acceptation qui augmente dans le temps. Mais là, qu'est-ce qui a le plus de poids? Je ne pourrais pas m'avancer, là, mais c'est ça. D'après moi, c'est un mélange des deux. Il y a peut-être aussi tout bonnement une augmentation du phénomène, comme partout dans le monde, de la question des risques psychosociaux, du stress au travail. En tout cas, quelle est la causalité, la poule et de l'œuf, c'est complexe. Dans tous les cas, il y a une augmentation beaucoup plus forte, c'est ce que vous expliquez, que pour les autres types de liaisons reconnues par la Commission. J'aimerais bien, on a bien sûr lu votre rapport. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller lire ce rapport-là. Mais vous présentez plusieurs chiffres. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'ampleur. Quelques chiffres que vous pouvez nous donner, partager avec nous là, pour réaliser l'importance de ce phénomène-là, à la fois au plan du stress post-traumatique, des troubles d'adaptation, du harcèlement, etc. J'aimerais vous écouter là-dessus. Oui, mais si je peux, je vais essayer de résumer simplement. Là. Je pourrais, parce qu'il y a tellement d'estimations, tellement de données, de résultats là, on peut en parler longuement. Mais si on résume peut-être les éléments principaux, ben, sur la période étudiée, donc 2014-2019, on a estimé que les coûts des lésions psychologiques ont entraîné pour environ 1 milliard de dollars de coûts pour la société québécoise. Ce qui donne environ 169 millions de dollars par année et un peu plus de 121 000 dollars par lésion professionnelle. Et juste là-dessus, Martin, ici, vous parlez des coûts directs ou aussi indirects, comme vous avez tous les coûts globaux, là, direct, indirect. C'est les coûts globaux. On ne fait pas une distinction dans le rapport sur qu'est-ce qui est, par exemple, indemnisé ou ce qu'on va appeler les coûts directs, là, souvent, là, coûts directs, indirects, intangibles, tout ça. C'est le résultat global. C'est ce qui m'intéresse aussi. Puis je pense que c'est plus important de se concentrer sur l'ensemble des coûts. Donc oui, c'est tout ce que j'ai présenté un peu plus tôt, donc coûts financiers et coûts humains. Donc c'est ça, un peu plus de 121 000 dollars par lésion. Quand on regarde l'évolution, ça a augmenté un peu comme le nombre de cas a augmenté, mais de façon encore plus importante. En 2014, ces lésions psychologiques-là avaient entraîné pour 94 millions de dollars en coûts. Donc les nouvelles lésions de 2014. Puis rendu en 2019, là, on est rendu à 278 millions de dollars. Donc les coûts engendrés pour les lésions survenues en 2019. Donc on parle d'une hausse de 195% des coûts annuels associés aux lésions psychologiques acceptées à la CNSST. Donc c'est quand même une hausse assez impressionnante, une hausse plus importante que la hausse du nombre de cas acceptés. Puis ensuite, dans le rapport, on ventile avec plusieurs graphiques, plusieurs tableaux. Par exemple, on voit que c'est surtout les stress post-traumatiques là, qui vont engendrer le plus de coûts, mais c'est également le type de lésions psychologiques qui sont les plus nombreux. Là. Donc, c'est pas non plus si surprenant que ça. Mais quand on regarde le coût par lésion, ben, c'est plutôt les dépressions qui vont entraîner des coûts les plus importants. Donc, on parle d'environ 217 000 dollars par cas là, de dépression. Est-ce qu'elles sont plus longues, généralement? La dépression est plus longue que les situations de stress post-traumatique? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Oui, ben c'est ça, j'ai pas les chiffres devant moi, mais effectivement, pour les lésions psychologiques, qu'est-ce qui fait la différence dans les coûts? C'est beaucoup la perte de temps. Tu sais. Donc, quand on calcule la productivité perdue, ben, c'est directement lié au nombre de jours indemnisés, donc à la perte, à l'absence du travail. Tu sais. Donc, l'absence du travail va engendrer de la productivité perdue. Et si on compare par exemple à une lésion en moyenne, là, ça va entraîner environ 120 jours d'indemnisation là, pour les lésions acceptées au Québec. Là. Pour les lésions psychologiques, on parle de 288 jours d'absence. Donc, c'est oui. beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus long. Hein. C'est beaucoup plus long, puis pour les dépressions, ben, c'est encore plus long que
la moyenne des lésions psychologiques. Donc, c'est ce qui explique pourquoi que c'est si coûteux, les dépressions. Mais ensuite, on peut aller plus dans le détail. On peut regarder, par exemple, les industries. Donc, on voit que chez les femmes, c'est dans les industries des soins de santé qu'on observe le plus de coûts associés aux lésions psychologiques. Tandis que chez les hommes, on est plus dans les industries du transport, d'entreposage, les industries de la fabrication. Donc, il y a quand même des bonnes distinctions importantes là, ici à faire entre les hommes et les femmes. C'est la même chose pour les professions. Chez les femmes, ça va plus être des caissières, des infirmières qui vont par ailleurs être En relation exact. avec les clients, les patients, etc. Oui. Exact. On voit d'ailleurs beaucoup une hausse importante du nombre de cas liés à la violence là, dans les soins de santé. Donc, les relations avec les patients qui sont difficiles. Donc ça, c'est du côté des femmes, mais quand on va regarder les professions chez les hommes, ben là, on est plus dans les camionneurs, les gardiens de sécurité, les conducteurs d'autobus, les policiers. Donc, le rapport fait cette distinction-là entre hommes et femmes qui, je crois, qui est importante parce qu'on est vraiment dans des industries et des professions qui sont différentes. Ok. Donc, est-ce que vous avez observé une différence en matière de reconnaissance de type de trouble mental, hein, de trouble psychosocial, en fonction du genre, hein, au-delà du secteur? Est-ce que vous avez vu que, par exemple, il y avait plus d'états dépressifs pour les hommes, par exemple, ou les femmes? Est-ce qu'il y avait une différence ou pas en fonction du genre? Une bonne question. On n'a pas été dans ce détail-là. Probablement que oui. Mais l'information est disponible. On serait tout à fait en mesure de répondre à la question, mais il faudrait juste faire l'analyse pour faire cette distinction-là. D'accord. En tout cas, dans les analyses que vous avez faites par rapport au secteur et au métier, c'est vrai qu'elles sont très genrées, hein. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers de soins en tant que caissière, bien entendu, et les hommes plutôt sur les métiers que vous évoquiez, de la logistique, les routiers, etc. Dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'il y a une question de durée et qui joue bien sûr sur les coûts sociaux que ça peut représenter, les coûts globaux. Est-ce que vous avez marqué une différence, par exemple, entre la dépression et le burn-out? Vous évoquiez tout à l'heure que vous suiviez aussi cette typologie aussi de troubles. Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport au burn-out vis-à-vis des autres troubles ou pas? D'abord, il faut peut-être spécifier que les burn-out il y en a très peu qui sont acceptés à la CNSST. Très, très peu. Est-ce que ça se retrouve peut-être dans une autre catégorie de lésions psychologiques? Là, il faudrait analyser. J'ai pas l'information, ce qui fait en sorte que c'est j'ai pas de données qui seraient fiables sur les burn-out, l'épuisement professionnel, parce que ça se compte presque sur les doigts d'une main, la quantité qui sont acceptées par année, ce qui fait en sorte que de faire une analyse comparative avec ce type de lésion-là, ça a comme pas vraiment, non, c'est ça. Je m'avancerai pas pour faire ce type d'analyse-là. Il y en a tellement peu là, qui sont acceptés que ouais, ça vaut pas la peine. Non. Et de manière générale aussi, le burn-out n'est pas un diagnostic médical reconnu. Donc, les médecins vont plutôt préférer de troubles d'adaptation, qui lui est en effet se base sur le DSM-5, là, ou 6 là, maintenant. Là. Mais le burn-out l'est moins. Donc, à la fois par rapport aux mutuelles, aux compagnies d'assurance, puis aussi par rapport à la CNESST, le diagnostic de burn-out en tant que tel on va demander des précisions, on va demander une réévaluation, etc., pour voir s'il s'agit véritablement d'un trouble d'adaptation. Ouais. Mhm. Ça peut être confondu aussi avec les états dépressifs. En tout cas, c'est moins peut-être identifié, reconnu en tant que tel. Ok. Donc, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire quand même que les lésions psychologiques ont des coûts plus élevés que les lésions physiques, par exemple? Est-ce qu'il y a eu cette comparaison-là qui a été faite? Est-ce que... Oui, on peut tout à fait l'affirmer, là, sans faire une analyse statistique approfondie. Pour la même période de temps, là, donc 2014 à 2019, là, on avait calculé que le coût moyen d'une lésion au Québec, là, tout type de lésion confondu, on était plus aux alentours de 70 000 par lésion. Tandis que les lésions psychologiques, ça tourne un peu plus autour du 121, 122 000 par lésion. Donc c'est quand même une différence considérable qui est
principalement dû à la durée d'indemnisation Durée de qui est beaucoup l'arrêt, plus ouais, la longue. durée de l'arrêt. Ouais. Durée de l'arrêt, exactement. Donc, oui, on peut l'affirmer sans que j'aie besoin de faire un test statistique là, pour être certain. Là. Et ça rejoint quelque chose qu'on voit aussi en France, hein. La santé mentale est devenue le premier motif des arrêts maladie longs, hein. Donc c'est extrêmement coûteux effectivement pour la société, les personnes, les entreprises. En tant que tel, ça va être de plus en plus important si on comprend bien les projections, si on peut en faire. Comment est-ce que vous voyez finalement l'évolution de la situation? Ben, ça me fait penser un petit peu, quand j'ai commencé à l'IRSST, on regardait évoluer la surdité professionnelle. C'était comme un cas un peu, comment dire, on ne portait pas tant d'attention à cette problématique-là, mais quand on calculait les coûts, il y a beaucoup d'incapacités permanentes, là, naturellement, là, liées à la surdité. Puis là, la méthodologie qu'on a appliquée faisait en sorte que ces lésions-là étaient très coûteuses. Puis en nombre de cas acceptés, c'était en hausse assez importante à la CNESST. Puis aujourd'hui, ça a comme explosé. On a énormément de cas de surdité professionnelle acceptés à la CNESST, puis ça a des coûts très importants. Puis on est un peu, j'observe un peu le même pattern au niveau des lésions psychologiques, c'est-à-dire qu'on a une hausse importante du nombre de cas acceptés et les coûts sont beaucoup plus élevés que la moyenne, ce qui me fait penser que dans un avenir pas si lointain, ça pourrait représenter un pourcentage assez important du total des coûts des lésions professionnelles. Donc, à moins que la tendance se renverse, rapidement ou abruptement, là, mais selon moi, c'est ça. Si la tendance se maintient, on va avoir de plus en plus de cas acceptés, puis les coûts vont être de plus en plus importants. Il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti l'année dernière en Angleterre, hein, du HSE, qui est le Health and Safety Executive, qui dit en effet pour la première année que les coûts de lésions psychologiques sont plus importantes que tous les autres coûts, finalement. Donc, c'est vraiment un élément déterminant. Ça devient exponentiel de par cette durée, en effet, qui est beaucoup plus longue, finalement. Et une exposition aussi aux risques psychosociaux de plus en plus importante, hein, en termes de nombre de personnes. Et vous parlez, c'est intéressant dans votre rapport, des genres d'accidents qui génèrent des coûts moyens. Vous les classez, ceux qui génèrent le plus de coûts, et notamment le harcèlement psychologique en un, les relations de travail conflictuelles en 2, et les agressions sexuelles, les viols. Donc, je voudrais bien savoir comment vous déterminez ça, enfin comment la CNSST finalement détermine qu'il y a bien un lien entre ce genre d'accident et l'affection psychologique. Oh, c'est une bonne question. Mais en fait, chaque lésion professionnelle acceptée à la CNSST est codée selon différents descripteurs de lésion. Là, donc, on a la nature de la lésion, le genre d'accident, le siège de la lésion, puis aussi l'agent causal de la lésion. Bon, c'est pas tous les types de lésions ou toutes les lésions qui sont codées. Des fois, c'est pas codé ou des fois, c'est mal codé. Mais en général, c'est codé, puis ces informations-là nous permettent de faire différents classements, comme dans le rapport par genre, par nature et tout ça. Maintenant, comment que la CNSST procède? Ben, c'est un système c'est un codeur qui, selon la description de la lésion qu'il reçoit du médecin traitant, là, donc qui décrit un peu la situation, comment ça s'est déroulé dans le milieu de travail et c'est quoi les conséquences, là, puis c'est quoi le diagnostic, là. Avec ça, le codeur attribue une nature, un genre, un siège, etc. Mais c'est pas exempt d'erreur, là, Oui, mais sur c'est un codage. l'ensemble, c'est ça. D'accord. Donc sur C'est pas une. l'ensemble, je pense qu'on peut s'y fier. Oui, c'est fier, d'accord. Et c'est la même nomenclature en tout cas de codage à chaque fois, si je comprends bien. Oui, oui, mais c'est un codage, je dirais, administratif, hein. En effet, là, à ce moment-là qu'il faut voir, qui se base sur le rapport d'événements, bien évidemment, mais qui demeure C'est administratif. ça. Il n'est pas juridique, quoi, hein, j'ai Non, envie de dire ce codage. non. Voilà. Non, 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 c'est Ok. pour ça qu'il comment dire, il y a des limites là, puis il peut y avoir du chevauchement des fois, là, on parlait tantôt là, soit de la nature ou le genre, ou le, tu sais, bon, le trouble d'adaptation, les burn-out, les dépressions, des fois, on serait pas surpris qu'il y ait du chevauchement finalement, là, tu sais, qu'il y ait un type de lésion psychologique qui se retrouve dans la mauvaise catégorie, là, ou la mauvaise nature de la lésion. Donc, c'est la même chose pour les genres.
Bon, le siège, c'est peut-être moins problématique, là. C'est rare que tu vas te tromper grandement là, sur le siège, là, mais donc c'est ça. Mais en général, on peut quand même s'y fier pour orienter la recherche puis orienter la prévention, là. Est-ce que vous avez observé au cours de cette période d'études une augmentation des genres d'accidents, que ce soit le harcèlement psychologique, les agressions sexuelles ou les agressions physiques, hein, on va dire. En clair, est-ce qu'il y a une augmentation finalement que vous avez observé de ces situations? Par genre d'accident, là, plus spécifiquement, par rapport au type de lésion psychologique, oui, il y a des différences qui sont observées, là, dans le sens qu'on voit une hausse très importante du nombre de dépressions, même s'il n'y a pas beaucoup de cas de dépression qui sont acceptés à la CNSST, c'est quand même en hausse très importante sur la période à l'étude. Même chose pour les troubles d'adaptation. Tandis que les stress post-traumatiques sont plus nombreux, ben eux, ben oui, sont aussi en augmentation, mais moindre. Donc, puis peut-être spécifier qu'on disait tantôt, la dépression, c'est ce qui coûtait le plus cher par lésion, là, en moyenne par lésion, mais c'est également ce qui est le plus en hausse en pourcentage sur la période à l'étude. Donc, c'est peut-être quelque chose à suivre dans les prochaines années, là, parce que ça pourrait engendrer beaucoup de coûts, ça. Martin, votre étude est vraiment importante puis innovante. C'est la raison pour laquelle on vous a invité à ce podcast, bien évidemment. Comment ça a été reçu par les milieux de travail, par les employeurs, les syndicats? Comment ça a été reçu? Puis dans un deuxième temps, on pourra aborder aussi comment c'est utilisé ou pas, hein. Dans un premier temps, comment tout ça a été reçu? En général, ça a été bien reçu. Dans mes premiers travaux que j'avais fait à l'IRSST, j'arrivais avec des estimations de coûts qui c'était impressionnant, disons, pour les gens du milieu, surtout les représentants patronaux. C'était comme, wow, c'est énorme, là. Les gens étaient habitués à avoir plutôt des coûts d'indemnisation, des coûts de cotisation là, pour les employeurs. Là, on arrive avec des coûts tellement plus importants, donc il y a comme un peu, quand j'ai sorti ce rapport sur les coûts des lésions psychologiques, ça n'a pas fait de vagues tant que ça. Donc, les gens étaient un peu habitués au type d'estimation qu'on fait à l'IRSST, mais ça a été bien reçu par nos partenaires qui, en fait, demandaient qu'on fasse un rapport sur la question. C'est un petit peu une des raisons pourquoi on a fait cette étude-là. C'est que dans les milieux de travail, c'est une situation de plus en plus préoccupante par les intervenants en SST dans les milieux de travail, là, la question de la santé mentale. Et il y avait une demande dans les milieux, chez nos partenaires, d'avoir une étude sur les conséquences économiques des lésions psychologiques au Québec. Donc, c'était attendu, puis les gens ont apprécié le résultat. C'est un court rapport quand même, là, mais on y va directement avec les résultats, avec des tableaux, avec des données, puis on ventile de plusieurs façons. Fait que oui, j'ai eu des bons commentaires, j'ai eu à présenter dans quelques organismes, là, faire des présentations sur les résultats de cette étude-là. Puis en général, les gens appréciaient d'avoir ce type d'informations là, qui n'était pas disponible autrement. Là, il n'y avait pas moyen vraiment de savoir justement dans quelle industrie il y a le plus de coûts associés aux lésions professionnelles, par exemple. C'est quand même de l'information pertinente, mais c'est ça, c'est l'information qui n'était pas disponible auparavant, puis qui maintenant peut être utilisée pour orienter la prévention, là. Et sur la base de votre rapport, si on avait à vous demander deux ou trois arguments là, pour convaincre les entreprises, les employeurs, les partenaires à faire plus de prévention des risques psychosociaux, là, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer? Je sais qu'en tout cas, au niveau des employeurs, quand on parle d'argent, quand on parle de rentabilité, de la prévention, c'est souvent quelque chose qui intéresse, hein, parce que c'est souvent veut pas, là, c'est souvent la question, c'est, OK, si je mets 1000 $ en prévention, ça va être quoi mon retour sur investissement? Est-ce que ça va valoir la peine? Je pense que quand on arrive avec des arguments économiques, puis des résultats de cette ampleur-là, les gens ça frappe. Ça frappe pas juste l'imaginaire, mais ça frappe aussi les états financiers. Parce qu'on se dit, OK,
c'est plus important qu'on pensait, là. Il y a des coûts qui sont indirects, des coûts qui sont invisibles presque, là, qu'on n'a pas considérés. Donc, c'est au-delà du coût de cotisation annuel. Il y a plus de coûts que ça. Tu sais. Puis même si les résultats peuvent être impressionnants, il y a d'autres coûts. Hein. Ça constitue, selon moi, comme la pointe de l'iceberg. On a un Les coûts peu, visibles, là, ouais, c'est ça. oui, Ouais. c'est ça. Mhm. Même si on va plus loin que les coûts d'indemnisation, là, donc on découvre plus le iceberg, là, on le découvre un peu plus, mais il en reste encore une grosse partie qui est cachée sous l'eau, là, si on parle juste de l'impact sur la réputation des employeurs, sur la capacité de recrutement, sur la rétention du personnel, sur la motivation des travailleurs. Donc, c'est tous des coûts qui sont pas nécessairement, sont pas considérés dans notre étude parce que c'est extrêmement difficile à mesurer, d'avoir des données sur ça, à moins de faire une étude en entreprise, puis avec des questionnaires et tout ça. Mais sinon, avec nous, avec les données qu'on utilise, on n'a pas moyen de calculer, c'est ça, l'impact sur la motivation ou sur le taux de roulement du personnel. Alors, c'est tous des coûts qui s'ajoutent. Ce sont tous des coûts qui s'ajoutent à ce qui se retrouve dans ce rapport-là. Donc, imaginez qu'est-ce que ça peut être l'ampleur du vrai coût d'une lésion professionnelle, puis des coûts des lésions psychologiques. Ça peut être impressionnant. Tu sais. Donc, je pense que d'ouvrir les yeux sur ça, enfin, c'est une porte d'entrée assez efficace pour motiver les employeurs à investir en SST. Oui, ça les invite à investir pas que pour les ROI immédiats sur leur propre compte de résultat, mais aussi en tant qu'acteur de santé publique, parce que c'est ce que montre un peu votre étude, c'est-à-dire que les coûts sont bien plus larges pour la communauté entière, et finalement aussi sur les impôts de tous, sur notre vivre ensemble, sur la prise en charge aussi de ces situations, et sur la dégradation de certaines vies humaines, hein, tout court. Donc ça invite à décloisonner aussi cette réflexion, je pense, c'est un apport très intéressant de votre étude. Et donc, vous n'avez pas de résistance aujourd'hui, si je comprends bien, quand vous présentez les résultats. Mais alors, selon vous, vers quoi devrait-on s'orienter en matière de prévention au regard de ce que vous avez identifié? Est-ce qu'il y a des secteurs? Est-ce qu'il y a des modalités d'action? Est-ce qu'il y a des populations où il faut agir prioritairement? Ben, c'est sûr que notre étude, elle vient pas spécifier là, clairement, dire OK, il faut absolument viser ça, telle industrie, telle profession. On présente les résultats ventilés par toutes ces variables-là, industrie, profession, genre, nature, etc. Donc, euh, on peut s'inspirer de tout ça pour orienter là, la prévention. C'est sûr que quand on regarde au total, on voit que les soins de santé, par exemple, c'est 224 millions de dollars sur le 1 milliard là, qu'on a estimé. Là. Donc 224 millions qui est juste pour les soins de santé. Donc c'est sûr que ça serait probablement un des secteurs que je viserais en premier pour voir qu'est-ce qui se passe là. On sait que c'est surtout il y a beaucoup de cas de violence et tout ça, là, mais ça serait intéressant de faire une étude spécifiquement sur cette industrie-là parce que ça se démarque quand même de façon importante parce que l'industrie qui arrive en deuxième position, transport et entreposage, c'est 108 millions. Donc c'est moins que la moitié. Euh, que les soins de santé. Donc pour moi, on le spécifie pas nécessairement clairement dans le rapport, mais quand on regarde les résultats comme ça, ben, c'est sûr que mon premier réflexe, ça serait de dire allons voir qu'est-ce qui se passe Commençons par là. ça, ouais, c'est ça. Commençons par ça. C'est un peu ça l'objectif de faire des études sur les coûts des lésions. C'est ça l'objectif en gros. C'est pas tant de. Oui, le 1 milliard, ça frappe l'imaginaire, puis ça dit, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Mais c'est plus de regarder les classements, puis de dire, OK, bon, ben, soins de santé, c'est là qu'on va commencer. Ça va être la première étape. Regardons ce qu'il y a, allons sur les milieux de travail, faisons une enquête, questionnons les travailleurs, les employeurs, puis essayons de régler un peu le problème. Là, donc, ce serait probablement là que je viserais en premier, parce qu'après ça, quand on regarde les autres industries, ben, sont tous un peu. Ça se démarque pas autant, disons. Là. Tout ce secteur-là, oui. En espérant qu'il y ait des actions, que vous puissiez refaire des études après et qu'on voit une diminution des coûts des lésions, hein, finalement, c'est aussi ça l'objectif. Oui, on le souhaite, là, mais malgré que la tendance nous indique pas ça, mais c'est au moins que ça pouvait se stabiliser.
je me Ça dirais serait que déjà pas ça, mal. ça Ouais. serait déjà pas mal parce que là, en ce moment, disons que la tendance n'est pas très, c'est pas très positif, là, disons là. Tiens, donc, mais oui, si ça pouvait diminuer, on serait ravis, là, mais au moins de stabiliser. Et la période d'études, pardon, hein, c'est arrêté avant 2020, avant la crise sanitaire. Bon, on est un peu sur la boîte noire. En tout cas, qu'est-ce que vous imaginez de l'évolution de ces résultats? Peut-être qu'il y a eu une accélération finalement, une prise de conscience peut-être plus forte et une augmentation aussi des problématiques de santé mentale. Ça doit jouer bien entendu sur ces projections, j'imagine. Oui, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas inclus l'année 2020. C'était tout ce qui est ben, la période pandémique qui était COVID, qui amène, enfin, qui risquerait de varier les résultats de façon importante. Là, tu sais. Fait qu'on voulait pas intégrer ça à l'étude. Il y avait aussi la question de ce qu'on appelle nous la maturité des données. Enfin, donc on regarde la situation après quelques années après la lésion pour avoir un certain recul, un dossier d'indemnisation qui est plus complet. Là, tu sais. Fait qu'il y avait cet élément-là aussi. Mais au niveau de la COVID, effectivement, c'est que dans certains secteurs, on pourrait avoir une baisse du nombre de lésions psychologiques dues au fait que les gens sont passés au télétravail, par exemple. Là, tu sais. Donc là, on n'est plus dans notre milieu de travail. Donc ça peut avoir un impact, juste ça. Mais pour ce qui est des soins de santé, au contraire, la charge de travail a été augmentée, le stress a été augmenté. Donc, pour ces travailleurs-là, ben, l'impact a peut-être plutôt augmenté. Tu sais. Donc là, on a fait exprès de ne pas l'inclure, mais en soi, ce serait une étude super intéressante, À faire sur cette période-là. Oui. exact, de À voir faire ça a peut-être été quoi après. comme Voilà. impact, là, puis par industrie, par profession, tout ça, là, ça serait super intéressant à analyser, mais on l'a fait volontairement. On s'est dit non, on va pas l'inclure pour pas amener du bruit, disons, ou l'interprétation des résultats ensuite, qu'est-ce qu'on en fait, là, tu sais. Donc, on s'est concentré sur. On vous réécoutera dans 3 4 ans quand vous la ferez, hein, celle-là, sur cette période. Oui, On oui, prendra peut-être. rendez-vous. Je pense qu'on n'a pas fini de l'étudier, là, la période de COVID, là. Je pense que on le voit d'ailleurs dans la littérature scientifique, là, la quantité d'études qui se fait sur cette période-là, parce que c'est un peu comme une expérience naturelle, là, tu sais, dans le sens qu'on peut, on n'a pas simulé quoi que ce soit, là. C'est arrivé sans préavis, puis là, on peut étudier cette période-là, la comparer à une période précédente, puis c'est super intéressant comme type d'étude, là. Martin, vraiment fort intéressant tout ça. Si on essayait de voir maintenant, aujourd'hui et demain, sur quoi portent vos travaux à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez envie de développer aussi dans les mois ou les années à venir? En ce moment, on a un gros projet d'observatoire de SST à l'IRSST. Il faut comprendre, moi, oui, je suis économiste, mais je suis aussi, tu sais, je fais partie d'une équipe là, qu'on appelle le groupe de connaissances et surveillance statistique. Puis on a le mandat de développer un observatoire de SST. Donc, tu sais, tous nos rapports statistiques qu'on produit à l'IRSST avant, c'était sous format PDF là, en ligne, ce qui n'est pas nécessairement optimal là, pour les utilisateurs là, d'aller chercher l'information. Et là, ce qui est tout à fait à la mode présentement, c'est tout ce qui est des tableaux interactifs en ligne, là, ce qu'on appelle le Power BI. Là, tu sais, c'est comme Power BI, oui, un logiciel utilisé pour faire la on connaît bien. visualisation, là. Oui. Exact. Là, tu sais. Donc, nous, on va finalement, l'observatoire, un des éléments principal, c'est de mettre en ligne nos données, nos indicateurs sous format Power BI. Comme ça, les gens vont pouvoir aller accéder aux données statistiques, là, à des indicateurs de SST en ligne, faire des choix parmi des filtres, choisir une industrie, choisir un groupe d'âge, puis là, avoir de l'information comme ça sur mesure. C'est un gros projet. Fait ça occupe beaucoup de notre temps présentement, là. Donc, on a bien hâte de. C'est supposé d'être en ligne en 2025, là, probablement aux alentours du début de l'été. C'est ce qu'on vise, là. Donc, c'est ce qui occupe une grande partie de mon temps. Sinon, dans les projets plus personnels, il y avait justement, on parlait de la COVID, mais j'ai j'ai sur ma planche à dessin là, un projet d'estimer les coûts des lésions professionnelles, mais
période COVID, donc, puis faire le focus sur les cas de COVID indemnisés à la CNESST. Donc, on s'attend à ce que ça soit beaucoup justement dans le secteur des soins de santé. Mais afin de pouvoir établir, ben, la COVID, là, ça a généré combien en termes de coûts de lésions professionnelles au Québec sur la période pandémique, là. Donc, ça fait partie d'un de mes projets plus personnels là, à l'IRSST, mais sinon, c'est l'observatoire qui occupe la majorité de mon temps en ce moment. Important, en effet, d'avoir ces données-là, hein, qui sont des données agrégées qui permettent à tout le monde de pouvoir démocratiser un peu plus, justement, l'accès aux données pour les différentes parties prenantes de la société. Je pense que c'est une excellente idée. Ouais. Oui, puis on était rendu là, je crois, là, parce que je veux pas, on regardait un peu toujours qu'est-ce qui se fait ailleurs, là, dans les autres instituts de recherche, puis tout ce qui est justement données interactives, Power BI, etc., les visualisations interactives, ben, on en retrouve ailleurs. Puis là, on était rendu là en termes à l'Institut là, de mettre nos données, nos estimations sur ce type de visualisation interactive là. Puis au grand bonheur de des utilisateurs de ces données-là. Tout à fait, tout à fait. Donc on pose généralement des questions hors sujet pour mieux vous connaître également, Martin. Quel est le dernier livre que vous avez lu ou qui vous a marqué? Ouais, le dernier que j'ai lu, étrangement, c'est pas un livre récent, ça date de peut-être une dizaine d'années. Je l'avais déjà lu, mais je cherchais un livre à lire et je le voyais dans ma bibliothèque, puis j'ai dit, ah, tiens, je vais le relire. C'est un livre de Hans Rosling, qui est un médecin suédois. Le titre du livre, c'est Factfulness. C'est un livre super intéressant parce que c'est rempli de statistiques, puis bon, j'aime les statistiques, mais aussi c'est que ça montre que finalement le monde va pas si mal qu'on le pense, t'sais. Puis je trouvais ça super intéressant. Peut-être que j'avais besoin de relire ça dans cette période un peu spéciale là, en ce moment pour me réconforter, probablement. Mais c'est rempli de statistiques sur la pauvreté, la criminalité, le taux de mortalité infantile, l'accès à l'éducation, etc. Et on s'aperçoit finalement, quand on prend un pas de recul, puis on regarde tous ces indicateurs-là, mais on se dit, coudonc, finalement, la période dans laquelle on vit, pas mal quand même, là, tu sais, tous ces indicateurs-là, ou presque, là, sont tous mieux qu'il y a 50, 100 ou 150 ans. Donc, mais on a tendance à évaluer la situation une journée à la fois, négativement, influencée par les médias, influencée par les bulletins de nouvelles qui sont souvent négatifs, là, en fait, qui mettent l'accent sur les nouvelles négatives. Là. Puis on a toujours une vision très court terme des choses. Mais quand on fait un pas de recul, puis on regarde toute l'évolution qui a été faite c'est ça, sur des centaines d'années, ben là, on s'aperçoit que finalement, ça va pas si mal que ça. Là. Il y a des choses à améliorer, là. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien à améliorer, mais il y a des choses qui se sont améliorées. Et des fois, on oublie de De le les regarder. regarder. Hmm. Exact. Donc la statistique qui vous fait du bien, c'est ça, ce livre, donc Ouais, qui c'est vous fait ça, c'est voilà, réconfortant. qui vous C'est réconforte, réconfortant. voilà. Exactement. Et puis, quel est votre plaisir coupable ou petit rituel quotidien que vous ne manqueriez pour rien au monde? Alors, pour rien au monde, c'est un peu gros, mais je dirais ce qui s'approche, disons, ça serait le bon café chaud du matin, Ah oui. réconfortant. Je suis capable de m'en passer, mais ça reste que des fois, c'est ma motivation pour sortir du lit le matin. Je me dis, ah oui, le café s'en vient, donc ça vient me motiver. Puis des fois, même ma matinée, des fois, est orientée ou enfin est influencée par le café. Entre autres, si j'ai un événement au travail, je vais me dire, bon, est-ce qu'il va y avoir du café? Sinon, il faut que j'achète un café en m'en allant au travail, mais s'il y en a, tu sais, je vais avoir acheté un café pour rien. Enfin, tu sais, fait que j'ai cette réflexion-là le matin des fois et ça me fait dire que finalement, c'est un élément important de mon petit
rituel matinal. Le café noir le matin est très bon et a priori des études montrent que l'après-midi il est moins bon pour la santé. Donc intéressant. Demain, dans j'en les, prends pas l'après-midi. dans les deux cas, il a l'air bon pour la santé mentale, en tout cas, tout au moins. Ça, c'est clair. Oui, Et oui, pour au le moins si plaisir. ça a cet effet-là, je pense que c'est important de pas enfin de considérer cet aspect-là de bonheur, là, des fois. C'est aussi important à considérer. Bon, bah écoutez, merci Martin. Martin Lebeau, donc de l'IRSST, d'avoir participé à ce podcast. Très intéressant. Moi, je retiens plusieurs aspects. C'est que les coûts liés aux liaisons psychologiques au travail sont en augmentation, hein, qui sont aussi individuellement plus importants que les coûts des liaisons physiques liées au travail. Que effectivement il y a une période qui fait qu'il y a sur cette période un doublement aussi, et qu'on a une perspective qui fait dire qu'il y a des priorités sur certains secteurs, en particulier dans le sanitaire, le social également. Martin, on voulait vous inviter parce qu'on avait beaucoup aimé votre rapport et puis les propos qu'on a eus confirment en effet qu'on a bien fait de vous inviter parce que cette dimension des coûts est importante puis vous l'abordez avec une vision vraiment économique élargie. C'est pas juste le coût pour l'entreprise, mais pour la société qui on pourrait dire presque aussi important, si c'est pas plus probablement, mais ça reste encore à explorer. J'espère que tout ça a été utile pour les auditeurs et les auditrices aussi. Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver le rapport de Martin Lebeau sur le site du podcast, mais aussi sur le site de l'IRSST. Martin, si on veut vous rejoindre ou communiquer avec vous, quel est le meilleur moyen pour vous rejoindre si les auditeurs, auditrices veulent vous rejoindre? Le meilleur moyen, c'est vraiment le courriel. Aujourd'hui, je crois que je n'ai même plus de téléphone à mon bureau, donc on est rendu là. Donc, c'est toujours plus efficace par courriel. En fait, si vous tapez mon nom dans Google avec IRSST, c'est sûr que vous allez tomber sur ma page professionnelle sur le site de l'IRSST où c'est que les coordonnées sont présentes. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Martin. Et puis, pour l'ensemble des personnes à l'écoute, on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. Merci, Christophe, aussi, de ce bel échange. Merci. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn ou sur notre site empreintehumaine.com pour ne rien manquer. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Empreinte humaine, le premier podcast dédié à la santé mentale au travail.